Ta vitesse, tu pourrais la mettre sur le petit A en automatique. Je te montre aussi le suivi sur les yeux. Cet appareil photo que j'ai dans les mains, c'est le plus gros lancement de l'histoire de la photo pour Fujifilm. Mais est-ce qu'il est vraiment si bon que ça, ce X106? Qu'est-ce que cet appareil a de si spécial? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter si tu as déjà un X100 d'une version précédente? Bref, est-ce que toute cette hype est vraiment justifiée? C'est ce qu'on va voir ensemble en détail dans ce test ultra complet et sur le terrain. Merci beaucoup à Digitphoto de m'avoir prêté ce petit bijou. C'est parti. Alors, quelles sont les nouveautés de ce X106 par rapport au X105, la version précédente? Il a un capteur de 40 millions de pixels contre 26 sur la version précédente. Est-ce que c'est un point fort? Est-ce que c'est un point faible? On en parlera après. Il a un nouveau processeur et aussi un nouvel autofocus avec la reconnaissance de différents sujets, reconnaissance des humains, des animaux, des oiseaux, des voitures, des motos, des vélos, des avions et des trains. On testera tout ça en détail après. Il embarque 20 simulations de film contre 17 sur la version précédente, je te les montrerai aussi après. Il peut filmer jusqu'en 6K 30 images par seconde ou 4K 60 images par seconde contre seulement 4K 30 images par seconde sur la version d'avant. Le capteur est maintenant stabilisé en photo et en vidéo, on le testera aussi après évidemment. Et je réponds tout de suite à la question qu'on m'a le plus posée, est-ce que ça vaut le coup de passer sur un X106 si tu as déjà un X105? La réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est ça dépend. On verra tout ça en détail aussi. Si jamais tu veux soutenir la chaîne ou si jamais tu veux acheter cet appareil photo, tu peux aller chez Digitphoto, utiliser mon code créateur Chris. Merci beaucoup à toi si tu fais ça et merci aussi à Digitphoto de me prêter encore une fois ce petit bijou. Alors on commence avec la qualité d'image. Donc l'objectif qu'il y a dessus, c'est toujours le 23 mm f2. Ils l'ont pas changé, c'est toujours un objectif de qualité. Ils n'ont pas vraiment de raison de le changer d'ailleurs. Et même si le capteur est passé à 40 millions de pixels, eh bien, tu as toujours un super piqué dessus. Alors ce qui est positif avec le passage à 40 millions de pixels, c'est d'un côté que tu vas pouvoir plus cropper tes images tout en gardant beaucoup de pixels. Et le deuxième avantage évidemment d'avoir beaucoup de pixels, c'est que tu vas pouvoir faire des impressions qui sont encore plus grandes. Mais le point négatif, c'est que selon moi, plus de pixels, c'est toujours plus d'emmerde. Parce que qui dit plus de pixels dit un poids de fichier plus grand. Les fichiers RAW de cet appareil photo font quand même 85 mégaoctets, ce qui veut aussi dire que tu remplis plus vite tes cartes SD et tes disques durs, que le transfert des fichiers est plus long et que pour ouvrir les photos dans Lightroom, ça va te demander un ordinateur un petit peu plus puissant aussi. Donc c'est pour ça que moi je suis pas forcément toujours fan de mettre de plus en plus de pixels. L'appareil embarque un convertisseur télénumérique. En gros, ça veut dire que même s'il n'y a pas d'objectif zoom dessus, et ben toi tu peux quand même zoomer dans l'image, mais à condition de prendre tes photos en JPEG et pas en RAW. Je vais te montrer ça. Donc là, si je prends ces petits pigeons, hop, comme ça me donne cet angle de champ. Si maintenant je zoome à 50 mm, hop, voilà ce que j'ai. Et si maintenant je zoome à 70, voilà ce que je peux avoir. C'est pas une nouvelle fonctionnalité, hein, c'était déjà dispo sur la version précédente, le X105 et même la version encore d'avant, le X100F. On va tout de suite tester les performances en basse lumière et donc la montée en ISO de cet appareil photo. Mais avant, si jamais tu veux progresser en photo, je t'invite à lire mon guide gratuit sur les réglages essentiels à connaître pour faire de belles images. Je te le mets juste par là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire plusieurs images, une à 125 ISO, une à 400 ISO, sachant que 125 ISO, c'est le plus bas, une à 1000 ISO, 3200, 6400 et enfin 12800 ISO. Voilà toutes les images et comme tu le vois, même jusqu'à 12800 ISO, eh ben c'est super acceptable. Maintenant, je vais tester l'autofocus et du coup pour tester l'autofocus, je voulais d'abord te parler du fait que tu peux faire avec cet appareil photo la mise au point jusqu'à 10 cm. Donc tu peux pas vraiment faire de la macro, mais tu peux faire de la proxy photographie et c'est ce qu'on va tester tout de suite. Ici, tu as un bouton pour changer le mode d'autofocus, mode manuel, mode d'autofocus continu ou mode d'autofocus single. Je te montre aussi le suivi sur les yeux. Comme tu le vois, ça marche super bien. L'appareil peut également détecter différents types de sujets comme les animaux, les oiseaux, les autos, les motos, les vélos, les avions et les trains. Et on va tout de suite faire le test avec les voitures. Alors, est-ce qu'il est vraiment bien ce nouvel autofocus? Alors oui, il est vraiment bien, il est même excellent. Le truc, c'est que sur un appareil comme celui-là, avec un grand angle dessus, un suivi d'autofocus aussi performant, ben en fait, ça sert un petit peu à rien. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que sur un grand angle, tu auras quasiment toujours une grande profondeur de champ, donc tu n'as pas nécessité de faire le focus à des endroits très précis, parce que ta profondeur de champ, ce qui sera net sur ta photo, fera souvent plusieurs mètres. C'est un petit peu overkill d'avoir un tel suivi d'autofocus sur cet appareil photo-là. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que tu peux vraiment faire ton focus à un endroit et ensuite tu peux vraiment composer ton image comme tu veux sans te soucier de l'endroit où est placé ton collimateur. Ça, c'est une grosse contrainte qu'on a d'habitude, c'est que tu dois choisir ton collimateur en fonction
fonction de l'endroit où tu veux faire ta mise au point. Et du coup, tu te sens un petit peu contraint dans la composition de ton image. Là, une fois que tu as fait le focus sur un humain ou un objet, en fait, le focus, il lâche pas et tu peux vraiment composer ton image comme tu veux. Et ça, j'avoue, c'est quand même assez appréciable. Donc comme je te le disais, le capteur de ce X106 est stabilisé en photo et en vidéo. Et donc à quoi ça sert en photo? Ça sert tout simplement à pouvoir baisser la vitesse d'obturation de quelques crans supplémentaires sans risquer d'avoir du flou de bouger. Je te montre ça tout de suite. Donc là, je fais la photo à 1/500 de seconde, puis 1/125, 1/30. Là, on est déjà assez lent. Puis 1/15, 1/8 de seconde. Là, ça devient risqué le flou de bouger. 1/4 de seconde. Là, à mon avis, même avec un capteur stabilisé, ça va être compliqué. Donc comme tu le vois, jusqu'à 1/15 de seconde, c'est nickel, il n'y a pas de flou de bouger. Même 1/8 de seconde, en fait, je suis en train de zoomer dessus, en fait 1/8 de seconde, c'est nickel. Et à partir de 1/4 de seconde, là c'est vrai que ça devient difficile à faire à main levée. Mais voilà, tu vois que tu peux descendre jusqu'à 1/8 de seconde si tu es bien stable. Ça fait plaisir d'avoir un capteur stabilisé. Donc au niveau de la vidéo, je te le disais, tu peux filmer jusqu'en 6K 30 images par seconde. Je te mets d'ailleurs un petit plan que j'ai filmé comme ça. Et tu peux filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde, ce qui te permet de faire pas forcément un énorme ralenti, mais un petit ralenti qui est sympa quand même. Je t'en montre un exemple également juste sur l'écran. Alors un truc qui intéresse souvent les gens qui ont envie d'acheter ce genre d'appareil, c'est ce que Fujifilm appelle les simulations de film. Donc dans cet appareil, il y en a 20 contre 17 dans la version précédente. Et franchement, c'est un truc que j'aime bien. Alors c'est surtout utile si tu shootes en JPEG ou si tu shootes en RAW pour pouvoir voir ce que ça donne à peu près après traitement sur l'écran à l'arrière de l'appareil. Ça va appliquer un petit traitement colorimétrique bien sympa. Moi personnellement, j'aime bien le Classic Chrome et j'aime bien aussi le Neg classique. Voilà, je te les montre, choisis celle que tu préfères et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Une petite fonctionnalité que je trouve sympa si jamais tu fais du portrait, c'est que tu peux lisser légèrement la peau directement si tu shootes en JPEG, évidemment, pas sur le fichier RAW, mais tu peux lisser la peau. Alors soit tu peux ne pas la lisser, soit tu peux la lisser de manière faible, soit tu peux la lisser de manière forte. Voilà, je te montre quelques exemples sur l'écran. Et du coup, tu vois, un des gros intérêts de cet appareil photo, c'est que la qualité des fichiers JPEG qui en sortent, elle est quand même vachement bien. Si tu combines le téléconvertisseur qui fait que tu peux zoomer à 50 ou 70 mm, plus le fait que tu puisses mettre des simulations de film, plus le fait que tu puisses directement, légèrement ou fortement lisser la peau, en fait tu sors des JPEG qui sont déjà d'une très bonne qualité. Et comme en plus il y a une fonction de connexion à ton smartphone, en fait tu peux envoyer directement les JPEG sur ton téléphone et tout de suite les partager à tes potes, les mettre en story sur Instagram, etc. Bref, c'est vraiment fait, je pense, pour des gens qui n'ont pas trop envie de s'emmerder à traiter, retoucher leurs photos, avoir un workflow qui est très lourd de photographie et qui veulent partager un petit peu le moment présent, quoi. Au niveau de la prise en main, elle est super agréable. Ici, tu as une molette qui te permet de changer l'ouverture, une molette qui te permet directement de changer la vitesse, 1/30e, 1/60e, 1/125, etc. Et puis, juste là, sur la même molette, tu as les ISO en la soulevant légèrement. Hop, là, tu peux changer les ISO. Tu vois, 200 ISO, 400 ISO, etc. Et puis ici, tu as ma molette préférée, la correction d'exposition, pour pouvoir éclaircir tes photos, +1, +2, ou alors assombrir tes photos, -1 ou -2. Sachant que chaque molette d'ouverture, de vitesse et d'ISO, tu peux les mettre en automatique. Donc ici, ton ouverture, tu pourrais la mettre en automatique. Ta vitesse, tu pourrais la mettre sur le petit A en automatique. Et tes ISO, tu pourrais également, hop, les mettre en automatique, ou alors choisir de mettre les ISO et la vitesse par exemple en mode automatique, et puis ton ouverture de la mettre sur F2. Bref, tu fais comme tu veux, c'est super agréable à utiliser et super intuitif. Tant qu'on parle des trucs que j'aime bien, notamment sur la prise en main ou le plaisir de l'utiliser, c'est le son du déclenchement. Tu peux avoir un bruit de déclenchement qui est ultra silencieux si tu veux être vraiment full discret. Sinon, c'est aussi possible de paramétrer des bruits différents au déclenchement pour plus de plaisir. Je vais te montrer ça directement dans les menus et je te fais écouter le son. Donc ici dans le menu, tu peux choisir le niveau du son, voilà, si tu veux le faire plus fort. Et puis ici, tu as le son. Moi, j'ai choisi celui-là. Hop, ça fait ce petit son là. C'est assez ASMR, on aime bien. Alors on va tout de suite tester la rafale. Alors la rafale en obturateur mécanique, elle monte jusqu'à 11 images par seconde, c'est plutôt pas mal. En obturateur électronique, elle monte jusqu'à 13 images par seconde, ce qui est moins bien que la version précédente sur le X105, elle montait jusqu'à 20 images par seconde. Pourquoi est-ce que la rafale est moins bonne? J'imagine que c'est parce que le capteur a plus de pixels, 40 millions de pixels, donc j'imagine que c'est pour ces raisons-là. Donc je vais d'abord tester la rafale et ensuite je te parlerai de ce que j'aime bien sur la rafale et de ce que j'aime un peu moins.
Alors voilà ce que j'aime un petit peu moins. La rafale était super efficace, mais tu vois à la fin, après seulement 1 seconde et demie peut-être, elle a vachement ralenti. Pourquoi? Et bien parce que même s'ils ont mis une bonne rafale, les cartes SD sont toujours compatibles uniquement UHS 1 et pas UHS 2, ce qui fait que forcément, vu que la vitesse de transfert va être limitée, et ben en fait la rafale, elle arrive vite au bout. Après tu vois, peut-être 15 prises de vue, je te mettrai le nombre exact à l'écran, et ben la rafale, elle a vachement ralenti parce que le buffer était plein et il pouvait pas écrire sur la carte aussi vite que la rafale produisait des photos. Alors de base, j'avais envie de dire que cet appareil, il n'était pas forcément fait pour faire des rafales de dingue, mais au final, quand j'y réfléchis, ça reste un appareil qui est fait pour la photo, notamment de street photo, et en street photo, on peut avoir dans certains cas besoin d'une bonne rafale. Là, du coup, tu as une rafale qui est bonne, mais que tu peux pas étendre sur de longues secondes. Voilà, donc il faudra quand même déclencher à peu près au bon moment. On a un écran inclinable, donc tu peux, hop, voilà, le mettre comme ça ou l'orienter comme ça. L'écran inclinable, tu vois, c'est assez sympa parce que du coup, si je fais de la street, je peux être discret. Tu peux faire semblant de faire tes petits réglages, hop, et en fait, quand tu as quelque chose qui se passe qui est intéressant, tu déclenches. C'est vrai que tu es... C'est sûr que tu es beaucoup plus discret, par exemple, comme ça, plutôt que comme ça si tu fais de la photo de rue. Donc c'est vrai que ça c'est sympa. Par contre, un truc que je regrette un petit peu, c'est que cet appareil, j'imagine que, alors il peut être acheté par différents types de personnes, mais j'imagine qu'il y a des gens qui aiment bien ce genre de petit look un peu vintage, qui adorent Instagram. Et sur Instagram, le format qui est un peu roi, c'est le format verticale 4/5e. Du coup, j'imagine que les gens qui aiment bien poster des photos sur Instagram vont faire pas mal de photos à la verticale avec cet appareil photo. Et ce qui est un peu dommage, c'est que si moi je veux faire des photos à la verticale et que je veux être un peu au ras du sol, etc., là l'écran inclinable, il me sert pas à grand chose parce que je peux l'incliner que sur un axe comme ça. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé au minimum que de pouvoir incliner l'écran au moins de cette façon-là. Et pourquoi pas avoir un écran complètement orientable pour que je puisse par exemple me voir pour faire un selfie, un vlog ou que sais-je. Un autre truc dont assez peu de gens parlent sur cet appareil photo, c'est son flash. Il y a un flash intégré, je sais qu'il est très discret, mais personnellement, moi, c'est un truc que j'aime bien utiliser. Du coup, je vais te mettre quelques résultats à l'écran. Donc là, il y a Guillaume, mon vidéaste pour la journée, que tu vois en lumière naturelle. Et puis, je l'ai aussi pris au flash avec la correction d'expo à 0. Donc, tu vois, le flash est très bien mixé avec la lumière naturelle. Et j'ai aussi fait une photo à -1, à -2 et à -3. Et tu vois, elles ont quand même leur petit look sympa. Je sais que ça, c'est un look qui plaît pas à tout le monde, ce flash direct comme ça. Mais j'ai remarqué qu'il y a une tendance sur les réseaux sociaux à revenir vers un type de photo un peu plus au flash direct comme ça, qui donne un style un petit peu plus brut. Je vois qu'il y a aussi parfois des couples de stars qui se marient et qui engagent des photographes qui font des styles de photos comme ça avec un flash très direct. C'est un parti pris, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, il y a un petit flash intégré dessus. Je trouve ça super, autant en termes de rendu très authentique, autant que pour parfois déboucher les ombres ou rééclairer une scène. Bref, c'est vraiment sympa. Au niveau de la durabilité de l'appareil photo, il n'est pas tropicalisé malheureusement. Alors c'est un peu dommage sur un appareil photo qui se veut quand même appareil photo de tous les jours, à emmener en vacances potentiellement sur la plage. C'est dommage qu'il ne soit pas tropicalisé. C'est vrai que j'aurais préféré de la tropicalisation plutôt que les 40 millions de pixels, mais bon, peut-être sur la prochaine version. Au niveau de l'autonomie de la batterie, ils n'ont pas changé la batterie, c'est toujours la même batterie, donc elle n'est pas excellente. Je dirais plutôt qu'au niveau photo, ça va, mais si tu fais de la vidéo en 6K, la batterie va partir quand même assez vite. Selon la norme SIPA, qui est une norme quand même plutôt contraignante, tu peux faire 400 photos avec. Moi, je l'ai testé hier pendant un mariage, alors pas pendant une full journée de mariage, mais pendant un mariage assez court, et j'ai fait 800 photos avec la batterie. Je pense que j'aurais pu tirer encore un petit peu plus. Si tu fais des photos de manière assez condensée, tu peux faire 8 ou 900 photos sans trop de problème. Si jamais tu allumes l'appareil, tu fais une photo, tu l'éteins, je pense qu'on sera plus aux alentours de 400-500 photos. Du coup, ce que je te conseillerais quand même pour cet appareil photo, c'est d'avoir au minimum 2 batteries. C'est ce qui me semble quand même être le plus pertinent, je pense. Alors au niveau du prix, en ce moment il coûte 1800 € neuf, c'est clair que c'est pas donné. Maintenant il n'a pas vraiment d'équivalent sur le marché. Je t'en reparlerai un petit peu après si jamais tu veux voir des modèles un peu équivalents. Et le truc c'est que c'est un appareil en ce moment qui est super hype et déjà depuis quelques années. Du coup la version précédente elle était déjà en rupture de stock. Là celui-ci il est aussi de nouveau en rupture de stock. Donc à mon avis ce qui va se passer c'est que comme d'habitude les prix de l'occasion vont flamber. Je crois que j'en ai déjà vu quelques-uns à 2200 € d'occasion. 1800 €, est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher? Ça dépend. Alors je vais répondre maintenant aux questions qu'on m'a le plus posées sur cet appareil photo sur Instagram. Donc on se pose pour quelques minutes sur ce banc tranquillement au milieu des sakuras.
même si on n'est absolument pas au Japon. Alors la question qu'on m'a posée le plus, c'est pourquoi toute cette hype autour du Fujifilm X106? D'ailleurs, il y a le site Phototrend qui a titré que c'est le plus gros lancement de l'histoire de la photo pour Fujifilm. Pourquoi? En fait, à partir de 2022, il y a des créateurs de contenu sur TikTok notamment qui ont commencé à beaucoup mettre en avant la version précédente, le X105, et en fait, ça a créé une espèce de hype autour de cet appareil photo, et il y a plein de gens, plein de jeunes, hein, j'imagine, qui suivaient ces gens sur TikTok, qui ont voulu acheter le X105, ce qui fait que Fujifilm a rapidement été débordé par le nombre de commandes, et du coup en fait depuis 2022, cet appareil, en tout cas sa version précédente, est en rupture de stock partout. Et du coup j'imagine que la sortie de ce X106, en fait elle ramasse tous ces gens qui voulaient acheter un X105 pendant des mois et des mois, donc forcément c'est un lancement incroyable pour Fujifilm. Uniquement en France et uniquement en 24 heures, Fujifilm a eu 2500 précommandes, alors que Fujifilm est capable d'en produire seulement 15 000 par mois et pour le monde entier. À mon avis, on n'est pas à l'abri, encore une fois, que cet appareil-là soit de nouveau en rupture de stock tout le temps et que les prix vont continuer à flamber, même en occasion. Du coup, est-ce qu'il mérite vraiment toute cette hype? Ça reste un très bon appareil photo, mais cette hype, en fait, elle est tout simplement due au fait qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, tout simplement. Est-ce que ça vaut le coup de passer à la version 6 si tu as déjà la version 5? Alors, dans 99% des cas, non. Sauf si tu veux absolument les 40 millions de pixels, tu veux absolument la stabilisation du capteur en photo ou en vidéo, tu veux absolument filmer en 6K ou pouvoir faire des ralentis en 4K, ou si tu veux absolument le nouvel autofocus. Mais dans tous les autres cas, je te conseille pas forcément d'acheter la version 6 si tu viens de la version 5. Du coup, quel appareil X100 je conseille parmi les 6 versions? Alors si tu es photographe et que tu veux absolument juste faire de la photo, je te conseille au moins la version 3. Toutes les versions à partir de la 3e version, elles sont toujours très bien aujourd'hui. Donc soit le X100T, la 3e version, le X100F, la 4e, le X100V, la 5e, ou celui-ci, le X106, X100VI. Si jamais tu veux absolument filmer avec cet appareil photo, je te conseille au minimum le X100 de 5e génération, donc le X100V, parce que c'est à partir de celui-là que ça filme en 4K. Si tu es vidéaste professionnel, c'est pas forcément un appareil que je te recommande, c'est uniquement si tu veux pouvoir filmer avec, pas forcément pour une utilisation professionnelle. Quel bokeh est-ce qu'on peut faire avec cet appareil photo? Si tu le mets à f2 et que tu te rapproches suffisamment de ton sujet, je te passe une photo à l'écran, voilà du bokeh maximum théorique que tu peux obtenir avec cet appareil photo. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Alors on en a déjà parlé, c'est déjà compliqué d'en trouver. Moi je te conseille évidemment de passer chez Digit Photo, c'est eux qui me prêtent ce matériel photo. Et voilà, c'est une enseigne qui est reconnue en France. Si jamais d'ailleurs tu achètes du matériel chez Digit Photo, n'oublie pas d'inscrire mon code créateur Chris, ce sera pas plus cher pour toi et ça soutient la chaîne. Donc si jamais tu fais ça, merci beaucoup. Et merci également à Digit Photo encore une fois de m'avoir prêté ce petit appareil photo. Et si jamais tu cherches un X100 d'occasion, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller sur le site de MPB. Tu retrouveras quasiment toutes les anciennes versions de ce Fujifilm X100, donc X100T, X100F, X105. Donc n'hésite pas à regarder chez MPB. Et d'ailleurs, tu peux également revendre ton matériel d'occasion. Donc si jamais tu as un vieux X100 et que tu veux passer sur cette version-là, tu peux aussi leur revendre ton appareil photo. Combien pèsent les fichiers RAW? Les fichiers RAW pèsent, d'après ce que j'ai vu, en moyenne 85 mégas. Franchement, c'est beaucoup. Le truc, c'est que sur Fujifilm, ils ont une technologie de capteur qui est un peu différente des autres. Du coup, en général, leurs fichiers RAW à nombre de pixels équivalent, ils ont des fichiers qui sont plus lourds que les autres. Pour les ouvrir dans Lightroom, etc., c'est jamais. Il faut quand même des PC qui sont assez puissants. Donc là, 40 millions de pixels, ça crée des gros fichiers. Donc voilà une des raisons pour lesquelles je ne suis pas forcément un grand fan de toujours rajouter des pixels. Est-ce qu'il y a des équivalents de ce genre d'appareil photo chez d'autres marques? Alors déjà, le premier truc, c'est que si jamais tu veux pas mettre les 1800 € ou si jamais tu n'en trouves pas, n'oublie pas que tu peux partir sur une précédente version du X100. Et si jamais tu veux partir sur une autre marque, tu peux regarder du côté du Ricoh GR3. Tu pourrais aussi potentiellement regarder du côté du Nikon ZFC en lui greffant un petit objectif pancake à mettre dessus, comme le 26 mm f2.8 dont j'ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs je te la mets là. Et tu peux aussi regarder du côté du Leica Q3 qui est par contre beaucoup plus cher que ce Fujifilm. Alors quels sont les points faibles de cet appareil selon moi? La rafale à 11 images secondes en obturateur mécanique, c'est top, mais c'est vrai que le fait qu'on puisse uniquement enregistrer sur une carte en UHS-1, en fait ça limite pas mal le temps pendant lequel tu peux appliquer la rafale. C'est vrai que ça c'est un petit peu dommage. La batterie, c'est toujours la même, elle est ok sans être excellente, donc si tu fais beaucoup de vidéos, tu vas vite flinguer la batterie, mais voilà, sinon tu peux globalement faire jusqu'à 800 photos sans trop de problème, ça va, ça me semble quand même assez intéressant d'avoir au moins 2 batteries. Il est pas tropicalisé, alors que c'est
un appareil qui est quand même fait pour la vie de tous les jours, partir en voyage, en vacances, aller sur la plage, etc. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il soit tropicalisé. L'écran, il est inclinable au bas, mais il n'est pas forcément inclinable pour faire des photos au format vertical. Il n'est pas non plus orientable, donc tu peux pas le mettre devant toi comme ça. C'est vrai que ça, c'est aussi un petit peu dommage. Et enfin, le prix. Alors, c'est cher et pas cher. C'est cher parce que en termes de spécifications techniques pures, eh ben, tu trouveras des appareils photo moins chers avec des specs qui sont même un petit peu mieux. Mais c'est pas cher parce que en termes de concurrence, ben, en fait, il n'a pas vraiment de concurrence cet appareil photo. Du coup, ben, Fujifilm, ils peuvent un petit peu mettre le prix qu'ils veulent. En plus, il y a une grosse hype autour. Donc en fait, ils auraient tort de s'en priver. Quels sont maintenant les points forts de cet appareil photo? Alors, avant de te les donner, si jamais cette vidéo t'a plu, elle a nécessité quand même énormément de travail, de recherche, faire des photos, le tournage, etc. Même beaucoup de montage. Donc si jamais cette vidéo t'a plu et que tu veux m'encourager à continuer à faire des vidéos de ce genre là, bah, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça soutient énormément la chaîne, donc merci beaucoup à toi si tu fais ça. Donc ces points forts, je le disais, eh ben, il est hyper petit, super léger, t'es super discret dans toutes les situations de la vie. Il a un look qui est, on va pas se le cacher, vraiment incroyable avec le métal, hop, ici c'est tout doux, c'est très rugueux, les petites molettes qu'on aime bien utiliser, etc. Bref, c'est un vrai plaisir à utiliser. Il a un autofocus qui est incroyable. On n'en a pas vraiment besoin étant donné ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que l'autofocus reste techniquement vraiment incroyable. Tu peux tout faire avec cet appareil photo, de la photo du quotidien, de la famille, de la street photo, partir en vacances avec. Tu peux même faire du portrait et du paysage hein, sans aucun problème. Moi j'ai un X100 de 4e génération, j'ai fait plein de portraits avec, donc franchement c'est un super appareil photo. En plus tu peux tout de suite avoir un très bon rendu directement sur des fichiers JPEG avec les simulations de films, le fait que tu puisses zoomer même s'il n'y a pas d'objectif zoom, ou le fait que tu puisses directement lisser la peau si tu fais du portrait, et tu peux transférer ces JPEG directement sur ton smartphone. Du coup ben voilà, pour partager des images, c'est super intéressant. Plus besoin de passer des heures en post-traitement à retoucher tes images, à les transférer sur un ordinateur. Ça simplifie vachement le workflow pour partager tes images directement. Bref, c'est un peu un appareil photo, j'ai l'impression qu'il a une âme. Sauf que tous les points forts que je viens de te lister là, tu vois, le fait qu'il soit petit, léger, petit look vintage, etc., plaisir d'utilisation, hormis éventuellement la nouveauté du suivi d'autofocus, est-ce que tous ces points forts, finalement, c'était pas déjà des points forts sur les versions précédentes? La version 5 qui était très bien en photo et en vidéo, la version 4 qui était déjà excellente en photo. C'est pour ça que je me pose la question de est-ce qu'il y a un réel intérêt aujourd'hui d'avoir autant de technologie dans ce petit boîtier? Si tu veux juste faire des photos, je t'en ai déjà parlé, le X100 de 3e, 4e ou 5e génération sont déjà excellents. Si tu veux progresser en photo, tu peux télécharger mon guide gratuit sur les réglages essentiels à connaître pour faire de belles photos. Je te le mets par ici. Merci encore à Digit pour le prêt de cet appareil photo. Tu peux d'ailleurs utiliser mon code Chris si jamais tu passes sur le site de Digit Photo. Si tu veux voir une séance photo avec modèle avec le X100F, tu peux aller voir cette vidéo. Et si tu veux voir mon retour d'expérience après un mois d'utilisation intensive du X100F, tu peux aller voir cette autre vidéo. Ciao!